Je me tenais là, au fond du restaurant bondé, la regardant rire avec mon mari, rectification de mon ex-mari il y a 3 heures. Véronica rejeta ses cheveux blonds par-dessus son épaule, la main posée sur son ventre rond qui portait ce qui aurait dû être mon avenir. Tout le monde leva son verre pour trinquer à l'heureux couple et à leur futur bébé. Ils ne m'ont pas vu entrer par la porte de derrière, serrant contre une enveloppe qui allait tout changer. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. 6 mois d'enquête, 6 mois de larmes et de nuits blanches avaient conduit à ce moment. À un nouveau départ, a crié quelqu'un, et la foule a fait écho à ce sentiment. J'ai pris une grande inspiration et me suis avancé. Le claquement de mes talons sur le parquet a brisé le bruit de la célébration. Les têtes se tournèrent. Marcus me vit le premier, son sourire s'effaçant aussitôt. Nos regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce. L'espace d'une seconde, je vis quelque chose vaciller en eux, de la culpabilité, peut-être même du regret. « Imani » murmura-t-il, mais je l'entendis de l'autre côté de la pièce. Véronica se tourna ensuite, son sourire parfait se figeant sur son visage en m'apercevant. Sa main se déplaça instinctivement pour protéger son ventre, ce même geste protecteur que j'avais imaginé faire d'innombrables fois durant les 5 années de notre mariage, lorsque nous avions essayé, sans succès, de concevoir un enfant. « Que fait-elle ici » siffla Véronica, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je continuai mon chemin jusqu'à leur table. La salle était plongée dans un silence total. Marcus se leva, me dominant de toute sa hauteur, comme toujours. « Tu n'étais pas invité » dit-il d'une voix tendue. « Le divorce est prononcé. Il n'y a plus rien à dire. » Je souris, étrangement calme malgré le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « En fait, Marcus, il me reste encore beaucoup à dire. Et après avoir entendu ce qu'il y a dans cette enveloppe, tu auras peut-être envie de déchirer ces papiers de divorce. » Sans attendre sa permission, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Véronica a tendu la main pour la prendre, mais je l'ai reprise. « Ce n'est pas pour toi, » dis-je d'une voix ferme. « Même si cela te concerne beaucoup. » La mère de Marcus s'avança, le visage crispé par la colère. « Imani, tu dois partir. Mon fils est passé à autre chose. Tu devrais aussi. » Je l'ai regardée, la femme qui ne m'avait jamais vraiment accepté dans sa famille. « Madame Johnson, avec tout le respect que je vous dois, vous aimeriez peut-être entendre cela aussi. Il s'agit de votre petit enfant. La Salhalida. » Marcus tendit la main vers l'enveloppe, tremblant légèrement. Je regardais son visage tandis qu'il l'ouvrait, ses yeux scrutant son contenu. Je savais exactement ce qu'il lisait, les résultats du test ADN, le dossier médical, le rapport du spécialiste de la fertilité. Ses genoux cédèrent et il retomba sur sa chaise. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il me regardait avec un mélange d'incrédulité et de dévastation. « Comment est-ce possible » murmura-t-il. Je repris l'enveloppe et fis face à la foule. Je crois que Marcus et moi devons parler en privé. Il semble qu'il y ait eu un terrible malentendu sur de nombreux points, notamment sur qui peut ou non avoir d'enfants dans ce mariage. Alors que j'emmenais Marcus, sous le choc, loin de la fête qui avait tourné au désastre, j'entendais Véronica l'appeler, exigeant de savoir ce qui se passait. Mais pour une fois, il ne courait pas à ses côtés. Il me suivait, son monde complètement bouleversé par la vérité que j'avais enfin découverte. Celle qui nous offrirait à tous les deux une seconde chance de vivre la vie que nous étions censés vivre ensemble. 8 mois plus tôt, j'étais rentré plutôt d'un voyage d'affaires, impatiente de surprendre Marcus. Nous essayions d'avoir un enfant depuis des années, et je venais de subir une nouvelle série de traitements de fertilité. Le médecin s'était montré optimiste cette fois-ci, et j'avais hâte d'annoncer la bonne nouvelle à Marcus. Notre rêve de fonder une famille pourrait enfin se réaliser. Je suis entré chez nous d'un pas léger, la clé tournant doucement dans la serrure. J'avais même acheté le dessert préféré de Marcus, un moelleux au chocolat, dans cette petite boulangerie du centre-ville où il y avait toujours la queue. J'étais resté dans cette file pendant 30 minutes, imaginant son sourire quand je franchirais la porte. Mais la maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieux. « Marcus !» J'ai appelé en posant ma valise dans le couloir. Pas de réponse, mais j'ai entendu un léger bruit venant de l'étage. Notre chambre. Je montai l'escalier, toujours la boîte de pâtisserie à la main, mon esprit n'ayant pas encore compris ce que mon instinct me criait déjà. J'ouvris la porte de notre chambre et le monde s'arrêta de tourner. Marcus et Véronica, mon collègue, mon ami, du moins le croyais-je, emmêlés dans nos draps. Mes draps.
Ce que j'avais choisi lors de notre voyage d'anniversaire à Savannah l'année dernière. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Je restais là, figé, la boîte de pâtisserie me glissant des doigts et heurtant le sol avec un bruit sourd. C'est alors qu'ils relevèrent les yeux. Imani. Marcus se leva d'un bond et enroula le drap autour de sa taille. Tu es censé être à Chicago jusqu'à demain. Véronica n'eut même pas la décence d'avoir l'air gênée. Elle se redressa lentement, laissant tomber le drap tandis qu'elle attrapait ses vêtements. Combien de temps? Demandai-je d'une voix étrange et lointaine à mes propres oreilles. Imani, je peux expliquer? Commença Marcus. Comment? Longtemps. J'ai répété chaque mot assez brusquement pour être tranchant. 6 mois plus tard, Véronica répondait qu'il lui avait tiré son chemisier par-dessus la tête. Mais c'est plus que du sexe, Imani. Nous sommes amoureux. J'ai ri alors, un rire creux qui a résonné sur les murs du foyer que j'avais construit avec l'homme que j'aimais. L'amour? Dans notre lit? Derrière mon dos. Pendant que je suivais des traitements de fertilité et que je priais chaque soir pour avoir un bébé, Marcus s'est approché de moi, la main tendue. J'allais te le dire. Jay. Je ne savais pas comment. J'ai reculé. Ne me touche pas. Véronica se leva, entièrement habillée. Elle eut l'audace de me regarder avec pitié. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon, Imani. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Une rupture nette et tout ça. Je me suis tourné vers elle, la personne qui m'avait écouté pleurer sur mes problèmes de fertilité pendant le déjeuner à la cafétéria du bureau. Sortez de chez moi. En fait, dit Marcus d'une voix plus assurée, je pense que vous devriez tous les deux partir un moment pour qu'on se calme. Je le fixai du regard, l'étranger portant le visage de mon mari. Tu veux que je parte? Juste temporairement. Qu'on puisse discuter quand tout le monde sera plus calme. Je suis parfaitement calme, dis-je, même si les larmes me coulaient sur le visage. Et je ne vais nulle part. C'est aussi ma maison. Imani, sois raisonnable. Dit Véronica en s'approchant de moi comme si j'étais un animal sauvage susceptible de m'attaquer. Marcus et moi devons parler de notre avenir. Ton avenir? Répétai-je en élevant la voix. Quel avenir? Marcus s'éclaircit la gorge en regardant le sol, les murs, n'importe où sauf moi. Véronica est enceinte. 2 mots. Juste 2 mots et mon monde s'est effondré. C'est impossible, murmurai-je. Le médecin dit. Le médecin dit que tu avais des problèmes de fertilité, corrigea Véronica, sa main se posant sur son ventre encore plat dans ce geste protecteur qui allait hanter mes cauchemars. Pas Marcus. J'ai regardé mon mari, cherchant sur son visage le moindre signe que tout cela était une terrible erreur. Mais je n'y ai vu que de la culpabilité et du soulagement, le soulagement que son secret soit enfin dévoilé. Je veux que vous sortiez tous les deux de chez moi. J'ai dit d'une voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. Maintenant, Imani, c'est aussi ma maison, a rétorqué Marcus. Et il faut qu'on parle de la suite. La suite, c'est que j'appelle un avocat, ai-je dit en sortant mon téléphone de ma poche. Ne dramatise pas, dit Véronica en soupirant. Ce sont des choses qui arrivent. On tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la fin du monde. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien vu de l'ami que je croyais connaître. C'est la fin du monde pour moi. Et tu as contribué à y mettre fin. Je me suis retourné, j'ai descendu les escaliers et suis allé directement à ma voiture. Je n'ai rien pris avec moi. À ce moment-là, je ne pouvais plus supporter de toucher à quoi que ce soit dans cette maison. En sortant de l'allée, je les ai vus tous les deux debout à la fenêtre de la chambre, me regardant partir. Ce fut la dernière fois que je suis resté dans la maison que Marcus et moi avions construite ensemble. Quand je suis revenu 3 jours plus tard avec ma sœur pour préparer mes affaires, Marcus avait déjà installé Véronica. Ma brosse à dents avait disparu du comptoir de la salle de bain, remplacée par ses nettoyants et crèmes pour le visage hors de prix. J'avais été effacé du jour au lendemain. 2 mois après avoir croisé Marcus et Véronica, j'étais à peine opérationnel. J'avais emménagé chez ma sœur Zara, dormant sur son canapé-lit et pleurant jusqu'à m'endormir tous les soirs. J'avais pris un congé sabbatique et je ne supportais plus les regards compatissants de mes collègues qui avaient tous entendu parler de la grossesse de Véronica et de la trahison de mon mari. « Tu dois manger quelque chose » dit Zara en posant une assiette d'œufs brouillés devant moi. Il était midi et j'étais encore en pyjama, les yeux rivés sur les papiers du divorce que mon avocat m'avait envoyé. « Je n'ai pas faim » marmonnai-je en repoussant l'assiette. Zara s'assit en face de moi, le visage figé dans cette expression déterminée que je connaissais trop bien.
Imani, ça fait 2 mois. Tu dois recommencer à vivre. Mon mari a mis enceinte une autre femme pendant notre mariage, ai-je dit sèchement. Après 5 ans d'efforts pour avoir un enfant ensemble. Excusez-moi si je ne me remets pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Zara a tendu la main par-dessus la table et l'a prise. Je sais que ça fait mal, mais tu ne peux pas les laisser tout te prendre, ton travail, ta santé, ton moral. C'est les laisser gagner. J'ai retiré ma main. Ce n'est pas une compétition, Zara. Ça n'en est pas une, répondit-elle, les yeux pétillants. Véronica t'a pris ton mari, ta maison et le bébé que tu as toujours voulu. Et tu abandonnes. Que dois-je faire? Demandai-je, la voix brisée. Se battre pour un homme qui ne veut clairement pas de moi, qui a un bébé avec quelqu'un d'autre. Zara se leva et se dirigea vers son sac à main. Elle en sortit une carte de visite et la posa devant moi. Commençons par découvrir la vérité. J'ai pris la carte. C'était celle d'un détective privé nommé Samuel Wright. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, perplexe. Quelque chose cloche, dit Zara en se rasseyant. Marcus et toi avez essayé d'avoir un enfant pendant des années. Tous ces tests ont montré que son taux de spermatozoïdes était faible. Les médecins ont dit qu'il lui serait difficile d'avoir un enfant naturellement. Et soudain, Véronica tombe enceinte après quelques mois. C'est incompréhensible. Je n'y avais pas pensé. Sous le choc et la douleur de la trahison de Marcus, je n'avais pas pris le temps de m'interroger sur la grossesse elle-même. Tu crois qu'elle ment? Demandai-je, une lueur d'espoir vacillant dans ma poitrine. J'ai n'y sais pas, admit Zara. Mais tu ne veux pas le savoir? Avant de signer ces papiers et de tout abandonner avec Marcus, j'ai regardé la carte de visite en la tournant dans mes mains. Que ferait ce Samuel Wright? Se renseigner sur les antécédents de Véronica, pour commencer. Vérifier son dossier médical s'il peut y avoir accès. Suivez-la, voyez si elle va vraiment à ses rendez-vous prénataux ou si c'est juste pour le spectacle. Ça a l'air illégal, dis-je en fronçant les sourcils. Zara haussa les épaules. Pas tout à fait. Et ne vaudrait-il pas la peine de connaître la vérité? Je pensais à Marcus, à la vie que nous avions planifiée ensemble, à la chambre d'enfant que nous avions commencé à concevoir avant que la dernière série de traitements de fertilité ratés ne détruise nos espoirs. À quel point il m'avait vite remplacé par Véronica. Même si le bébé n'est pas de lui, dis-je lentement, il m'a trompé. Il a quand même choisi. Peut-être, dit Zara en me repoussant l'assiette d'œufs. Mais peut-être y a-t-il autre chose. Tu ne le sauras pas si tu ne regardes pas. J'ai pris une fourchette et j'ai pris une petite bouchée d'œufs, le premier aliment que je mangeais de la journée. Ok, ai-je finalement dit. J'appelle l'enquêteur. Le bureau de Samuel Wright se trouvait dans un petit immeuble quelconque du centre-ville. C'était un homme d'âge moyen, au regard bienveillant et à l'attitude pragmatique qui m'a immédiatement mis à l'aise. Votre sœur m'a expliqué une partie de la situation, m'a-t-il dit après que je me sois assis en face de son bureau encombré. Mais j'aimerais que tu me le dises. Je lui ai tout raconté. Les années de traitement de fertilité, ma visite surprise à Marcus et Véronica, l'annonce de la grossesse, le divorce imminent. Et tu as des doutes sur la paternité de l'enfant? Demanda-t-il en prenant des notes. Je ne sais pas, je l'avoue. C'est juste étrange qu'elle soit tombée enceinte si facilement alors que Marcus et moi avons essayé si longtemps. Les médecins nous ont dit que son taux de spermatozoïdes était bas. Samuel hocha la tête pensivement. Les personnes ayant un faible nombre de spermatozoïdes peuvent tout de même avoir des enfants. C'est juste moins probable. Je sais, ai-je dit en déprimant un peu. Peut-être que je me raccroche à n'importe quoi. Ou peut-être que ton instinct te dit quelque chose, a-t-il répondu. Laissez-moi me renseigner sur Madame Veronica Jenkins et voir ce que je peux trouver. En attendant, ne signez pas ces papiers de divorce. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur autre que du désespoir. Ce n'était peut-être pas vraiment de l'espoir, mais c'était une raison de sortir du lit le matin. Une raison de continuer. 3 semaines plus tard, Samuel m'a appelé pour me donner des nouvelles. Je pense que vous devriez venir à mon bureau, dit-il d'une voix soigneusement neutre. J'ai des informations que vous voudrez voir en personne. Je me suis précipité en ville, le cœur battant. Samuel m'attendait avec un épais dossier sur son bureau. Que as-tu trouvé? Demandai-je en m'asseyant. Plusieurs choses intéressantes, dit-il en ouvrant le dossier. Madame Jenkins a d'abord consulté un spécialiste de la fertilité, le docteur Patrice Coleman. Le même que vous et votre mari avez consulté, je crois. J'ai hoché la tête, perplexe.
Pourquoi aurait-elle besoin d'un spécialiste de la fertilité si elle était tombée enceinte si facilement? Exactement, a dit Samuel en glissant un document sur le bureau. J'ai réussi à obtenir une partie de son dossier médical. Elle est patiente du Dr Coleman depuis plus d'un an, ce qui signifie qu'elle a commencé à la consulter avant d'entamer sa liaison avec votre mari. J'ai récupéré le document en le scannant rapidement. Mais cela voudrait dire qu'elle était au courant de tes problèmes de fertilité avant même de rencontrer Marcus, a conclu Samuel. Elle a spécifiquement ciblé une clinique de fertilité où elle savait que tu étais patiente. En quoi cela l'aiderait-il? Ai-je demandé, essayant encore de digérer cette information. Samuel m'a glissé un autre document. Car Veronica Jenkins suffered d'endométriose. D'après ce dossier, son médecin lui a dit qu'il lui serait extrêmement difficile de concevoir naturellement. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Alors, quoi? Elle a fait semblant d'être enceinte pour me voler mon mari? Pas vraiment, dit Samuel, l'air grave. Elle est enceinte. Mais d'après son dossier médical, elle a subi une fécondation in vitro 2 mois avant que vous ne découvriez sa liaison avec Marcus. In vitro? J'ai répété, stupéfaite. Mais cela voudrait dire que le bébé n'est pas de Marcus, confirma Samuel. Du moins pas comme tu le penses. Je fixai Samuel, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Si Veronica a eu recours à la FIV, qui est-ce? Je veux dire, où a-t-elle trouvé le sperme? A terminé Samuel pour moi, comme je n'arrivais pas à prononcer les mots. C'est là que ça se complique. Il a sorti un autre document et me l'a posé. C'était un formulaire de la clinique de fertilité, autorisant l'utilisation de sperme stocké pour une fécondation in vitro. Mon regard s'est immédiatement porté sur la signature en bas, une signature que je connaissais aussi bien que la mienne. Marcus Johnson. Je ne comprends pas, murmurai-je en traçant du doigt la signature de mon mari. Marcus et moi conservions des échantillons de sperme à la clinique pour nos traitements de fertilité. Comment Veronica pouvait-elle y accéder? Samuel se pencha en avant, l'air sombre. D'après mon enquête, le docteur Coleman l'a aidé. Il existe des preuves que Veronica a versé une somme importante aux médecins pour falsifier des documents d'autorisation. J'avais la tête qui tournait. Vous dites que Veronica a volé le sperme de mon mari? Qu'elle a utilisé nos échantillons pour tomber enceinte à mon insu? C'est exactement ce que je dis, a confirmé Samuel. Et ce n'est pas tout. D'après la chronologie, elle est d'abord tombée enceinte, puis a poursuivi Marcus. Elle n'a pas eu de liaison et n'est pas tombée enceinte par accident. Elle a délibérément mis enceinte de son enfant et l'a ensuite séduit. J'étais malade. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Samuel hésita. J'ai découvert autre chose dans mon enquête. Quelque chose à propos de ton amitié avec Veronica. Il a sorti une pile de papiers imprimés, des courriels d'après ce que j'ai pu voir. Ce sont des messages entre Veronica et sa sœur. Ils remontent à plusieurs années, à vos débuts. J'ai pris les courriels d'une main tremblante et j'ai commencé à les lire. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Page après page, je lisais la jalousie et le ressentiment de Veronica à mon égard. Des commentaires sur le fait que je ne méritais pas ma réussite professionnelle, ma belle maison, mon mari aimant. Comment elle nous avait observés ensemble, Marcus et moi, lors d'événements d'entreprise, et s'était convaincue qu'il serait plus heureux avec elle. Elle avait planifié ça depuis des années, dis-je en levant les yeux vers Samuel, sous le choc. Elle s'est liée d'amitié avec moi, a écouté tous mes problèmes d'infertilité, puis s'est servie de ces informations pour tout me prendre. Il semblerait que oui, dit doucement Samuel. Et il y a encore une chose que tu dois savoir. Le docteur Coleman fait actuellement l'objet d'une enquête pour plusieurs manquements à l'éthique. Lorsque j'ai commencé à poser des questions sur les traitements de Veronica, cela a déclenché une enquête interne. Ils ont découvert des preuves qu'elle avait déjà agi de la sorte, aidant des femmes à utiliser des échantillons de sperme conservés sans autorisation. Je me suis adossé à ma chaise, bouleversé par tout ce que j'apprenais. Alors, le bébé que porte Veronica, c'est biologiquement l'enfant de Marcus, confirma Samuel. Mais il n'en est pas le père au sens traditionnel du terme. Elle a volé le matériel génétique que Marcus et toi aviez mis de côté pour votre future famille. Marcus est... Il est au courant? Demandai-je. J'en doute, répondit Samuel. Grâce à ma surveillance, Veronica lui a dit que le bébé était de leur liaison. Il n'a aucune raison de le remettre en question. J'ai pensé au papier du divorce qui attendait ma signature, à la vie que je croyais terminée. Que dois-je faire de ces informations?
Samuel a rassemblé les documents et les a placés dans un dossier qu'il m'a remis. C'est à vous de décider, Madame Johnson. Mais à votre place, je voudrais que mon mari sache la vérité avant de finaliser un divorce. J'ai serré le dossier contre ma poitrine. Il pourrait ne pas me croire. Véronica l'a convaincu que je suis juste amer et que je cherche à gâcher leur bonheur. Ces documents ne sont ni des opinions ni des accusations, dit Samuel en désignant le dossier. Ce sont des faits, des dossiers médicaux. Preuve par email. Tu as la vérité de ton côté maintenant. J'ai hoché lentement la tête, un plan commençant à se dessiner dans mon esprit. Merci Samuel. Tu m'as donné plus que de simples informations. Tu m'as donné l'occasion de me défendre. Je fais juste mon travail, dit-il avec un petit sourire. Et Madame Johnson, quoi que vous décidiez de faire de cette information, soyez prudente. Véronica a montré qu'elle était prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. En quittant le bureau de Samuel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la force. Le poids de la trahison et du chagrin était toujours là, mais il était désormais doublé d'une détermination farouche. Marcus méritait de connaître la vérité sur la femme pour laquelle il m'avait quitté, sur l'enfant qu'elle portait. Et je méritais d'avoir la chance de reprendre la vie qui m'avait été volée. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai épluché chaque document que Samuel m'avait remis. J'ai lu les dossiers médicaux jusqu'à comprendre chaque terme, chaque procédure. J'ai étudié les courriels échangés par Véronica et sa sœur, découvrant l'ampleur de sa tromperie. J'ai contacté la clinique, et me faisant passer pour un patient inquiet, j'ai appris que le docteur Coleman avait été suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête. Plus je découvrais les détails, plus ma colère montait, non seulement contre Véronica, mais aussi contre moi-même, d'avoir été si facilement dupé. Elle s'était assise en face de moi au déjeuner, m'avait écouté et pleuré à cause de l'échec de mes traitements de fertilité. Et pendant tout ce temps, elle avait planifié de me voler ma vie. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Zara en me regardant préparer ce que j'appelais l'opération Bonde de vérité. J'ai levé les yeux de la chronologie que j'étais en train de créer, un récit clair et détaillé de la tromperie de Véronica que même Marcus ne pouvait nier. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. « Il t'a blessé, Imani ?» me rappela doucement Zara. « Il a cru Véronica plus que toi. Il l'a fait emménager chez toi alors que tu étais encore sous le choc de les avoir retrouvés ensemble. » « Je sais, » j'ai dit, incapable de nier la douleur que ces souvenirs te causaient encore. Mais lui aussi a été manipulé. Peut-être pas autant que moi, mais quand même. Il mérite de savoir que le bébé que porte Véronica est né d'un matériel génétique volé, et non de leur liaison. Et après? Insiste Zara. Disons que tu lui dises et qu'il te croit. Que se passera-t-il ensuite? J'ai réfléchi à sa question. Que voulais-je qu'il se passe ensuite? Voulais-je récupérer Marcus après tout ça? Voilà me vaincre. Que justice soit faite. Je ne sais pas, ai-je finalement admis. Je sais juste que je dois lui dire la vérité. Ce qu'il fera de cette information lui appartient. Zara s'assit à côté de moi et me prit la main. Je m'inquiète pour toi, ma sœur. Véronica a déjà montré jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle veut. Et si elle essaie de te faire du mal quand tu la dénonces? C'est pour ça qu'on ne fait pas ça en privé, ai-je expliqué. J'ai suivi leurs réseaux sociaux. Ils organisent une fête pour célébrer la finalisation du divorce. Vous y croyez? Une fête de divorce? Comme si c'était quelque chose à fêter. C'est froid, acquiesça Zara en fronçant les sourcils. C'est l'occasion idéale, continuai-je. Tout le monde sera là, la famille de Marcus, leurs amis, et même probablement certains de nos anciens collègues. Je les confronterai publiquement avec toutes les preuves. Véronica ne pourra pas déformer la réalité si des dizaines de personnes entendent la vérité en même temps. Ça a l'air dramatique. Dit Zara, l'air incertain. C'est dramatique, je l'ai reconnu. Mais voler le mari de quelqu'un et son sperme congelé l'est tout autant. Nous sommes restés assis en silence un moment, l'énormité de la tromperie de Véronica nous trompant. Et s'il s'en fiche? Demandado semen Thara. Et s'il découvrait comment le bébé a été conçu et décidait de continuer à vivre avec Véronica? La question me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je ne m'étais pas autorisé à envisager cette possibilité. Au moins, je saurais que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Au moins, je ne passerai pas le reste de ma vie à me demander si les choses auraient été différentes s'il avait su la vérité. Zara hocha lentement la tête. D'accord, je te comprends. Quel est le plan? Nous nous sommes préparés méticuleusement les jours suivants. J'ai fait faire des copies de tous les documents essentiels.
J'ai répété ce que j'allais dire et comment je présenterais les preuves. Je suis même allé acheter une nouvelle tenue. Une robe rouge qui me donnait un sentiment de puissance et de confiance. La veille de la fête de divorce, j'étais assis seul dans l'appartement de Zara, à regarder de vieilles photos de Marcus et moi. Nous étions là, le jour de notre mariage, rayonnant tous deux d'espoir pour l'avenir. Nous étions là, en randonnée en montagne, son bras autour de ma taille, posant devant les feuilles d'automne. Nous étions là, à l'hôpital après mon premier traitement de fertilité, ses yeux remplis d'amour et d'encouragement. Était-ce un mensonge? Notre mariage était-il aussi solide que je le croyais? Ou y avait-il des failles que je n'avais pas remarquées? Avais-je été tellement concentré sur le fait d'avoir un enfant que j'avais négligé d'autres aspects de notre relation? Non, me suis-je dit fermement. J'avais été une bonne épouse. J'avais aimé Marcus de tout mon cœur. Ce qui était arrivé n'était pas de ma faute, c'était le résultat de la manipulation calculée de Véronica et de la faiblesse de Marcus face à elle. J'ai rangé les photos et je suis allé me coucher, dormant profondément pour la première fois depuis des mois. Au réveil le lendemain matin, j'étais lucide et déterminé. Aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, la vérité éclaterait. Zara m'a aidé à me préparer, à me coiffer et à me maquiller avec plus de soin que d'habitude. « Tu es magnifique », m'a-t-elle dit une fois la cérémonie terminée, les yeux légèrement embués. « Merci », répondis-je en lissant le devant de ma robe rouge. « Pour tout. Je n'aurais pas pu traverser ces derniers mois sans toi. C'est à ça que servent les sœurs, dit-elle en me serrant rapidement dans ses bras. Es-tu prête? J'ai pris une grande inspiration et j'ai hoché la tête. Aussi prête que je le serai jamais. La fête de divorce avait lieu à la maison, un restaurant chic du centre-ville où Marcus et moi avions fêté notre 3e anniversaire. Un nouveau coup de poignard de la part de Véronica, j'en étais sûr. J'avais demandé à Zara de me déposer à un pâté de maison de là. Je voulais faire mon entrée seule. Alors que je marchais vers le restaurant, serrant fermement l'enveloppe contenant les preuves dans ma main, je me sentais étrangement calme. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais avec dignité et force. J'avais survécu à la pire trahison imaginable, je pouvais survivre à tout. Je me suis glissé par l'entrée de service, inaperçu au début, car la fête battait son plein. J'ai immédiatement repéré Marcus, debout au centre de la pièce, Véronica à ses côtés. Elle portait une robe bleu moulante qui mettait en valeur son ventre rond de 5 mois. Ils étaient entourés de sympathisants, tous levant leurs verres et portant un toast. C'était l'heure de vérité. Je m'avançai, mes talons claquant sur le parquet, et regardai les têtes se tourner vers moi. Le silence se fit peu à peu, les gens me remarquant, moi, l'ex-femme, la femme remplacée, qui gâchait leur fête. Marcus me vit, et son sourire s'évanouit instantanément. Nos regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce et je soutins son regard, refusant de détourner le regard. Il était temps que tout le monde entende la vérité. « Amani » dit Marcus, sa voix brisant le silence soudain de la pièce. « Que fais-tu ici » J'avançai, consciente que tous les regards étaient braqués sur moi. La main de Véronica se serra plus fort sur le bras de Marcus, son visage exprimait la colère et la surprise. Elle n'était pas invitée, siffla Véronica d'une voix forte. Appelez la sécurité. Je ne serai pas longue, dis-je calmement en m'arrêtant à quelques mètres d'eux. Je suis juste venu offrir un cadeau de divorce à Marcus. Je brandis l'enveloppe, observant la confusion remplacer la colère sur le visage de Véronica. On ne veut rien de toi, rétorqua-t-elle, mais je voyais une lueur de malaise dans ses yeux. Elle savait ce que je pouvais savoir. Elle avait peur. Bien. Ce n'est pas pour toi, lui ai-je dit d'un ton neutre, même si ça te préoccupe beaucoup. Je me tournai vers Marcus et lui tendis l'enveloppe. Avant de commencer ta nouvelle vie, il y a certaines choses que tu dois savoir sur la femme que tu as choisie et l'enfant qu'elle porte. Marcus fronça les sourcils, me regardant puis l'enveloppe. Imani, si c'est une tentative de trouble faite. C'est la vérité, ai-je interrompu. Quelque chose qui se fait rare ces derniers temps. La mère de Marcus s'avança, le visage crispé par la désapprobation. C'est inapproprié, Imani. Le divorce est prononcé. Il est temps pour tout le monde de passer à autre chose. Je la regardai fixement. Madame Johnson, avec tout le respect que je vous dois, vous aussi, vous aimeriez peut-être entendre cela. Il s'agit de votre petit enfant. Cela a retenu son attention. Elle a reculé, l'air incertain. Marcus, dit Véronica en le tirant par le bras. Allons-y. Elle est clairement là pour faire une scène. Mais Marcus tendait déjà la main vers l'enveloppe,
la curiosité l'emportant sur la prudence. Je le laissai la prendre, le regardant en sortir le contenu, les dossiers médicaux, les documents de la clinique et les courriels. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, les sourcils froncés, en commençant sa lecture. « Des preuves » ai-je simplement dit. « Des preuves que Véronica n'est pas tombée enceinte à cause de votre liaison. Elle était déjà enceinte quand elle vous a courtisé. » Un murmure parcourut la foule. Le visage de Véronica pâlit. « C'est ridicule » balbutia-t-elle. Marcus ne l'écoute pas. Elle invente des histoires parce qu'elle est amère à cause du divorce. Mais Marcus ne l'écoutait pas. Il lisait les documents, son expression passant de la confusion au choc, puis à l'horreur. Fécondation in vitro. Lut-il à voix haute en regardant Véronica. Tu as eu une FIV? Quand? Veronica deglutit difficilement. Elle ment. Ces documents sont faux. Ils ne sont pas faux, dis-je en m'adressant à la salle autant qu'à Marcus. Ils proviennent de la clinique de fertilité où Marcus et moi étions patients. La même clinique où nous conservions des échantillons de sperme pour de futurs traitements. La même clinique où Véronica a soudoyé un médecin pour avoir accès à ces échantillons sans autorisation. Le murmure dans la pièce s'amplifia. Le visage de Véronica était maintenant blême, sa main protégeant son ventre. Ce n'est pas vrai, insista-t-elle, mais sa voix était faible. Marcus lisait toujours, tournant les pages d'une main tremblante. C'est email? Véronica, qu'est-ce que c'est? Tu préparais ça depuis des années? Je me suis rapproché, d'une voix basse mais claire. Elle s'est liée d'amitié avec moi au travail, a écouté tous mes problèmes d'infertilité, puis a utilisé ces informations contre moi. Elle a payé le docteur Coleman, qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête, pour qu'il utilise notre sperme stocké afin de se mettre enceinte. Puis elle vous a séduit, sachant que vous croiriez que le bébé avait été conçu naturellement. Est-ce vrai? Demanda Marcus à Véronica, la voix brisée. C'est toi qui as fait ça? Pendant un instant, Véronica sembla vouloir continuer à tout nier. Puis son expression se durcit, sa vulnérabilité remplacée par la défiance. Et alors, dit-elle en levant le menton, tu n'étais pas content d'elle de toute façon. J'ai juste contribué à faire avancer les choses. Ça a contribué à faire avancer les choses? Répéta Marcus, incrédule. Tu as volé des échantillons médicaux. Tu nous as manipulés tous les deux. Je suis tombée enceinte de toi, rétorqua Véronica d'une voix plus forte. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Un enfant à toi? Quelque chose qu'elle ne pouvait pas te donner? La cruauté de ses paroles m'a frappé comme un coup de poing, mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas pu lui donner d'enfant à cause de problèmes de santé, Véronica. Des problèmes que tu as exploités. Tu n'as pas seulement volé mon mari, tu as volé notre future famille. Le bébé est toujours biologiquement le tien, dis-je à Marcus d'une voix plus douce. Mais il n'a pas été conçu comme tu le pensais. Tout ce que Véronica t'a dit était un mensonge. Marcus regarda à nouveau les documents, puis le ventre de Véronica, puis moi. Je voyais la prise de conscience se dessiner dans ses yeux, la compréhension de la façon dont il avait été manipulé. Toutes ces fois où tu as réconforté Imani au sujet de nos problèmes de fertilité, dit-il à Véronica d'une voix caverneuse. Tu préparais ça depuis le début? Le regard de Véronica parcourut la pièce, observant les visages choqués et dégoûtés qui l'entouraient. Tu ne comprends pas, dit-elle désespérément. Je t'aime, Marcus. Je t'ai toujours aimé. Je voulais juste qu'on soit ensemble. En me volant mon sperme? Demanda Marcus d'une voix plus forte. Tomber enceinte dans mon dos et prétendre que c'était naturel? Ce n'est pas de l'amour, Véronica. C'est criminel. Madame Johnson s'avança, attrapant les documents que Marcus tenait dans ses mains. Laisse-moi voir ça, demanda-t-elle d'une voix tremblante. En lisant les preuves, son visage se tordit de colère. Tu as manipulé mon fils? Tu as volé des échantillons médicaux pour le piéger et le forcer à quitter sa femme? Elle se tourna vers son fils. Marcus, comment as-tu pu ne pas voir clair dans cette femme? Marcus avait l'air dévasté, sa confiance d'antan complètement envolée. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas? J'ai pris du recul, me sentant soudain à l'écart de ce drame familial. J'avais fait ce que j'étais censé faire, révéler la vérité. La suite ne dépendait pas de moi. Je vous laisse discuter, dis-je doucement en me retournant pour partir. Amani, attends. Marcus m'appela d'une voix pressante. S'il te plaît, ne pars pas. Je m'arrêtai, surprise par sa supplication. J'ai dit ce que j'étais venu dire, Marcus. Mais il faut qu'on parle de ça,
insista-t-il en s'avançant vers moi. De ce que ça signifie. Veronica Louis attrape le bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Et alors si je suis tombée enceinte par FIV, le bébé est toujours à toi. Ça veut tout dire, dit Marcus en s'éloignant d'elle. Cela signifie que toute notre relation est basée sur le mensonge et la manipulation. Il se tourna vers moi, le regard empli de regret et de confusion. Imani, s'il te plaît. On pourrait aller discuter quelque part, en privé? J'hésitais, regardant les visages stupéfaits des invités. Ce n'était pas comme ça que je m'attendais. J'avais imaginé lâcher ma bombe et partir, laissant Marcus gérer les conséquences. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille parler. Bon, ai-je dit enfin. On peut parler. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, la voix de Véronica résonna, aiguë et paniquée. Marcus, tu ne peux pas me laisser ici. Et le bébé? Marcus cessa de se tourner pour lui faire face une dernière fois. Le bébé est innocent dans tout ça, et j'assume la responsabilité de mon enfant. Mais toi et moi, c'en est fini, Véronica. Ce que tu as fait est impardonnable. Le visage de Véronica se décomposa, des larmes coulant sur ses joues. Tu ne le penses pas. Tu m'aimes. J'aimais la personne que je pensais que tu étais, répondit Marcus, la voix lourde de déception. Pas celle que tu es vraiment. Il se retourna et me suivit hors du restaurant, laissant Véronica seule au milieu de sa fête gâchée. Marcus et moi étions assis l'un en face de l'autre dans un petit café à 3 pâtés de maison du restaurant. Nous n'avions pas parlé pendant la promenade, tous deux perdus dans nos pensées. Maintenant, avec nos tasses fumantes entre nous, le silence nous paraissait pesant. Je ne sais même pas par où commencer, dit finalement Marcus, le regard plongé dans son café comme s'il contenait des réponses. Moi non plus, avouai-je. Je n'avais pas prévu autre chose que de te dire la vérité. Il leva les yeux vers moi, les yeux emplis de remords. Je suis tellement désolé, Imani. Pour tout. De t'avoir blessé, de ne pas avoir vu Véronica telle qu'elle était vraiment, d'avoir ruiné notre mariage. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai posé la question qui me hantait depuis des mois, avant de finalement m'échapper. Était-ce juste à propos du bébé? Marcus secoua lentement la tête. Non. Du moins, je ne le pensais pas à l'époque. Après l'échec de notre dernier traitement de fertilité, j'étais perdu. J'avais l'impression de vous avoir déçu, de nous avoir déçus. Véronica était là, à l'écoute, pleine de compassion. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas une déception. Tu ne m'as jamais déçu, dis-je doucement. On était tous dans le même bateau, les traitements, les déceptions, tout ça. Du moins, je le croyais. Nous étions, insista-t-il, en train de tendre la main par-dessus la table, comme pour me prendre la main, avant de nous raviser. Mais ensuite, Véronica m'a annoncé qu'elle était enceinte et c'était comme la preuve que je n'étais pas le problème, que je pouvais finalement avoir un enfant. Cela m'a fait remettre en question tout ce que les médecins nous avaient dit. Mais c'était toi le problème, ai-je dit, incapable de dissimuler l'amertume dans ma voix. Ton taux de spermatozoïdes était bas. C'est pourquoi nous conservions des échantillons de vos bons jours. Des échantillons volés par Véronica. Marcus grimaça à mes paroles, mais acquiesça. Je le sais maintenant. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si facilement manipulé. J'étais si prêt à croire ce que je voulais. Tu voulais un bébé plus que notre mariage, dis-je, la douleur encore vive. Non, dit-il fermement en me regardant droit dans les yeux. Je voulais notre bébé. Je ne savais plus comment y parvenir. J'ai laissé Véronica me convaincre qu'elle était la solution. J'étais faible et stupide, et j'ai blessé la personne que j'aimais le plus au monde. Son aveu resta en suspens, aucun de nous ne sachant quoi en faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demandai-je. À propos de Véronica? À propos du bébé? Marcus se passa la main sur le visage, l'air soudain épuisé. Je ne sais pas. Le bébé est innocent dans tout ça. Biologiquement, c'est mon enfant, notre enfant en fait, puisque ce sont des échantillons que nous avons collectés ensemble pour notre future famille. Mais la façon dont Véronica s'y est prise. Il secoua la tête avec dégoût. Je ne peux pas rester avec elle. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un capable d'une telle tromperie. Mais tu seras lié à elle pour toujours à travers cet enfant, lui ai-je fait remarquer. Oui, a-t-il reconnu. Et je vais devoir trouver comment coparenter avec elle. Mais ça ne veut pas dire que je dois être avec elle. J'ai pris une gorgée de café, gagnant du temps en réfléchissant attentivement à mes prochains mots. Où cela nous mène-t-il? Marcus me regarda, son expression mêlant espoir et incertitude. Je ne sais pas.
Je t'ai fait terriblement mal. J'ai trahi ta confiance. Je ne t'en voudrais pas si tu ne voulais plus jamais me revoir. Je suis là, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Tu es là pour me dire la vérité sur Véronica, corrigea-t-il. Pas pour qu'on se remette ensemble. C'est vrai, je l'admets. Mais je ne me serais pas donné tout ce mal si je ne me souciais plus de ce qui t'arriverait. Les yeux de Marcus s'illuminèrent légèrement à mes mots. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une chance pour nous? Je repensais aux mois de souffrance que j'avais endurés, aux nuits à pleurer jusqu'à m'endormir, à l'humiliation d'être remplacé si facilement. Mais j'ai aussi pensé aux 5 années de mariage qui ont précédé, aux belles années, aux années de bonheur, aux années où nous avons construit notre vie ensemble. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé. Et maintenant, il y a un bébé qui, comme vous l'avez souligné, est biologiquement le vôtre. Et le vôtre, en quelque sorte, a ajouté Marcus. C'étaient les échantillons que nous avions collectés pour nos futurs enfants. Je ne m'étais pas encore autorisé à y penser de cette façon. Le bébé que portait Véronica avait été conçu avec du matériel génétique destiné à mon enfant. C'était une pensée étrange et inconfortable. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. Pour digérer tout ça, pour comprendre ce que je veux. Marcus hocha la tête, la compréhension dans le regard. Bien sûr. Prends tout ton temps. Je serai là quand tu seras prêt à reparler. Nous avons terminé notre café en silence, tous deux bouleversés par les événements de la journée et l'avenir incertain. Alors que nous nous levions pour partir, Marcus hésita, puis demanda « Je peux te serrer dans mes bras ?» Juste une fois. J'acquiesçai et me lançai dans ses bras. Ses bras autour de moi me semblaient familiers et étranges à la fois. L'espace d'un instant, je me suis permis de me remémorer ce que cela faisait d'être aimé par lui, d'être en sécurité dans ses bras. « Merci » murmura-t-il contre mes cheveux, de m'avoir dit la vérité, pour m'avoir donné une chance d'arranger les choses. Je me suis éloigné, pas vraiment prêt à pardonner si facilement. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que la vérité compte. Je sais, dit-il, les mains retombant à ses côtés. Mais je suis reconnaissant quand même. Nous nous sommes séparés devant le café. Marcus retournait au restaurant pour régler les retombées de l'incident, et moi, je me dirigeais vers l'arrêt de bus pour rentrer chez Zara. En attendant le bus, mon téléphone a vibré. J'ai reçu un SMS de Marcus. Je pensais ce que j'ai dit. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je n'ai pas répondu, glissant le téléphone dans mon sac. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, si tant est qu'il nous réserve quelque chose. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais à nouveau le sentiment d'avoir le choix. Des options. Du pouvoir. Ce qui allait se passer ensuite dépendrait de mes conditions. 2 semaines après la confrontation à la fête de divorce, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Est-ce Imani Johnson ?» demanda une voix de femme. « Oui, qui appelle ?» C'est l'infirmière Ivra de l'hôpital Mémorial. J'appelle au sujet de Veronica Jenkins. Vous êtes répertorié comme son contact d'urgence. J'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Désolé, il doit y avoir une erreur. On n'est pas amis. Oh, l'infirmière avait l'air perplexe. Eh bien, vous êtes le seul contact dans son dossier. Elle a été admise il y a quelques heures pour des complications liées à sa grossesse. Mais pensez c'est vos scoulayent. Pourquoi Véronica m'aurait-elle désigné comme contact d'urgence? Ça devait être avant notre dispute, quand nous étions encore amis et collègues. Elle n'avait sûrement jamais changé d'avis. Avez-vous essayé de contacter Marcus Johnson? Ai-je demandé. C'est le père. Nous avons essayé le numéro qu'elle nous a donné, mais nous n'avons pas réussi à le joindre, a expliqué l'infirmière. Mademoiselle Jenkins vous demande spécifiquement. Elle dit que c'est important. J'ai hésité, tiraillé entre ma colère persistante et ma conscience. Quoi qu'ait fait Véronica, elle portait un enfant. Un enfant lié à Marcus, et d'une manière étrange pour moi. Je serai là dans 30 minutes, me suis-je dit. À mon arrivée à l'hôpital, on m'a dirigé vers la maternité. Véronica était dans une chambre individuelle, pâle et menue sur les draps blancs. Sa main, protectrice, reposait sur son ventre. Elle leva les yeux quand je suis entré, la surprise et le soulagement se lisant sur son visage. « Tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Moi non plus, je l'ai admis, je ne restais pas près de la porte. Que se passe-t-il, Véronica? Pourquoi suis-je ton contact d'urgence?
Je n'ai jamais changé de numéro depuis que nous étions amis, dit-elle doucement. Et moi? Je ne savais pas qui d'autre appeler. Et Marcus? Demandai-je. Ou ta sœur? Véronica détourna le regard. Marcus ne répond plus à mes appels depuis la fête. Et ma sœur vit à Seattle, elle n'arriverait pas à temps. À temps pourquoi? Demandai-je, le malaise grandissant. Que se passe-t-il? Les yeux de Véronica se remplirent de larmes. Il pense que quelque chose ne va pas avec le bébé. J'ai commencé à saigner ce matin, et les médecins craignent un décollement placentaire. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de compassion. Je savais combien j'avais désiré un enfant, j'avais ressenti cette protection maternelle avant même la conception. Malgré les méthodes tordues employées par Véronica, elle se souciait clairement du bébé qu'elle portait. Je suis désolé de l'entendre, dis-je d'une voix plus douce que je ne le pensais. Que disent les médecins? Ils vont pratiquer une césarienne d'urgence si la situation empire, dit-elle d'une voix tremblante. Le bébé n'en est qu'à 24 semaines. Ses chances de survie sont faibles. Elle s'interrompit, incapable de continuer. Je me rapprochai, poussé par un instinct que je ne parvenais pas à expliquer. On t'a donné des stéroïdes pour les poumons du bébé? Veronica hocha la tête. Oui, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais, elle a levé les yeux vers moi, son expression plus vulnérable que jamais. J'ai peur, Imani. Je sais que tu me détestes, et tu en as parfaitement le droit. Mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je me suis affalé sur la chaise près de son lit, des émotions contradictoires tourbillonnant en moi. Je ne te déteste pas, Véronica. Je suis en colère à cause de ce que tu as fait. Je suis blessé. Mais je ne te déteste pas. Elle a tendu la main vers moi et, après un moment d'hésitation, je l'ai laissé la prendre. Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin, murmura-t-elle. Je voulais juste ce que tu avais, le mari parfait, la vie parfaite. Je me suis convaincu que je le méritais davantage parce que je pouvais lui donner un enfant. Ma vie n'était pas parfaite, lui ai-je dit. Et Marcus non plus. Nous étions juste deux personnes faisant de notre mieux pour construire une vie ensemble, malgré les joies et les peines que cela impliquait. Véronica hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le comprends maintenant. Trop tard. Un moniteur près de son lit se mit à biper rapidement, et son visage se tordit de douleur. Il y a un problème, halta-t-elle en se tenant le ventre. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la porte en appelant à l'aide. En quelques secondes, infirmières et médecins ont envahi la salle, me poussant de côté pour s'occuper de Véronica. La tension chute, a crié l'un d'eux. Il faut l'emmener au bloc immédiatement. Alors qu'ils emmenaient Véronica hors de la chambre, une infirmière s'est tournée vers moi. Êtes-vous de la famille? Non, je le suis. Je suis juste une amie. Ai-je prononcé ce mot étrange sur ma langue? Peux-tu contacter sa famille? Le père du bébé? Il devrait arriver au plus vite. J'ai hoché la tête en cherchant mon téléphone. Malgré tout, je savais qu'il fallait que j'appelle Marcus. Il s'agissait de son enfant maintenant, pas de notre rupture ou de la tromperie de Véronica. Il a répondu à la première sonnerie. Imani? Imani? Tout va bien? C'est Véronica, ai-je dit rapidement. Elle est à l'hôpital mémorial. Il y a des complications avec le bébé. On l'emmène en urgence pour une césarienne. J'arrive tout de suite, dit-il sans hésiter, avant de raccrocher. En attendant Marcus, j'arpentais le couloir de l'hôpital, l'esprit en proie à des émotions contradictoires. Je ne devrais pas me soucier de Véronica ni de sa grossesse après ce qu'elle m'avait fait. Et pourtant, je me suis retrouvé à prier pour sa sécurité et celle du bébé. Quand Marcus est arrivé, il était presque aussi pâle que Véronica. Des nouvelles? Demanda-t-il, les yeux exorbités par l'inquiétude. Rien pour l'instant, dis-je en le conduisant vers la salle d'attente. Ils l'ont emmené il y a une vingtaine de minutes. Il s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains. J'aurais dû répondre à ses appels. J'étais tellement en colère que je l'ai complètement ignoré. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je assuré, assise à côté de lui. Parfois, ce genre de choses arrive tout seul pendant la grossesse. Pourquoi es-tu là? Demanda-t-il soudain en levant les yeux vers moi. Après tout ce qu'elle t'a fait? J'ai haussé les épaules, incapable de l'expliquer pleinement. Elle avait besoin de quelqu'un. Je ne pouvais pas lui tourner le dos, ni à elle ni au bébé. Marcus me prit la main, la serrant fort. Tu es une femme extraordinaire, Imani Johnson. Nous sommes restés assis en silence après cela, perdus dans nos pensées, attendant des nouvelles. Une heure s'est écoulée. Finalement, un médecin est apparu, un masque chirurgical enfoncé autour de son cou.
Monsieur Johnson? A-t-il demandé en s'approchant de nous. Marcus s'est levé rapidement. Oui, c'est bien moi. Votre femme est stable, a dit le médecin, et Marcus n'a pas corrigé ses suppositions concernant notre relation. Nous avons dû pratiquer une césarienne en urgence. Le bébé est extrêmement prématuré, 23 semaines et 5 jours, mais c'est un battant. Il a été emmené en soins intensifs néonatales. Lui? Répéta Marcus, la voix chargée d'émotion. C'est un garçon? Oui, confirma le médecin avec un petit sourire. Un tout petit garçon, mais il se porte bien pour l'instant. Les 72 prochaines heures seront cruciales. Puis-je les voir? Demanda Marcus. Madame Jenkins est encore en convalescence, mais vous pourrez voir le bébé brièvement. Suivez-moi. Marcus se tourna vers moi, le regard partagé. Vas-y, dis-je, comprenant sa question muette. Je t'attends ici. Après le départ de Marcus, je me suis affalé sur la chaise de la salle d'attente, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Un petit garçon luttait pour sa vie. Un bébé créé à partir de matériel génétique qui aurait dû servir à mon enfant avec Marcus. Un bébé qui nous unirait tous les trois à jamais, d'une manière complexe et inédite. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour mon avenir avec Marcus? Pourrais-je accepter cet enfant comme faisant partie de notre vie si Marcus et moi nous retrouvions un jour? Je n'avais de réponse à aucune de ces questions. Tout ce que je savais, c'est que quelque part dans cet hôpital, un miracle se produisait. Une petite vie qui commençait contre toute attente. Et d'une certaine manière, j'en faisais partie, que je l'ai choisi ou non. Pendant le mois qui suivit, l'hôpital devint ma seconde maison. Malgré mes sentiments complexes pour Véronica, je me suis retrouvé à me rendre régulièrement à Luzin, attiré par cette petite combattante venue au monde trop tôt. Marcus était là tous les jours, partageant son temps entre la salle de réveil de Véronica et Luzin où son fils, qu'ils avaient prénommé Elia, luttait pour sa vie. « Tu n'es pas obligé de revenir », m'a dit Marcus un soir, alors que nous étions côte à côte, observant Elia à travers la vitre de l'incubateur. « Ce n'est pas ta responsabilité. » « Je sais, dis-je, les yeux fixés sur la minuscule silhouette, reliée par des tubes et des fils aux machines qui la maintenaient en vie. Mais je veux être là. Et c'était vrai. Au fil du temps, entre les bips des moniteurs et les conversations feutrées avec les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales, j'avais développé un lien avec cet enfant venu au monde dans des circonstances si étranges. Véronica m'a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Dit Marcus prudemment. Elle veut te voir si tu es d'accord. J'ai hésité, incertain d'être prêt pour cette conversation. Véronica et moi n'avions pas parlé depuis la nuit où elle avait été hospitalisée d'urgence. Les infirmières m'avaient dit qu'elles me demandaient, mais j'avais toujours réussi à programmer mes visites lorsqu'elle se reposait ou avec sa sœur, arrivée de Seattle le lendemain de la naissance d'Elia. J'y réfléchirai. Avais-je promis de ne m'engager ni dans un sens ni dans l'autre? 2 jours plus tard, je me retrouvais devant la chambre d'hôpital de Véronica, rassemblant mon courage. Elle devait sortir de l'hôpital le lendemain, tandis qu'Elia resterait en soins intensifs néonatales encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si je voulais lui parler, il fallait que ce soit maintenant. J'ai frappé doucement et je suis entré quand je l'ai entendu dire doucement « Entrez ». Véronica était assise dans son lit, regardant des photos sur son téléphone, des photos d'Elia, j'imagine. Elle leva les yeux quand je suis entré, la surprise et l'incertitude lisant son visage. « Imani », dit-elle en posant son téléphone. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus », avouai-je en prenant la chaise à côté de son lit. Un silence gêné s'installa entre nous, des années d'amitié et des mois de trahison créant un gouffre qu'aucun de nous ne savait comment franchir. « Comment va Elia aujourd'hui » demandai-je en m'approchant enfin d'un terrain neutre. « Unsurir efflura les lèvres de Veronica. » Mieux. Ils ont dit que son taux d'oxygène s'améliorait. Il pourrait peut-être bientôt être débranché du respirateur. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, je voulais que cet enfant s'épanouisse. Pourquoi es-tu ici, Imani? Demanda soudain Veronica. À l'hôpital tous les jours pour vérifier comment va Elia, après tout ce que je t'ai fait? J'ai pris une grande inspiration, me posant la même question qui me taraudait depuis des semaines. Je n'en suis pas tout à fait sûr, répondis-je honnêtement. Au début, je pense que je suis venu parce que je me sentais lié à Elia par Marcus, par le matériel génétique qui était censé constituer notre famille. Mais maintenant, je me suis arrêté, cherchant les mots justes. Maintenant,
a insisté Véronica. Maintenant, je viens parce que je tiens à lui, ai-je simplement dit. Il est innocent dans tout ça, et il a besoin de tout l'amour et du soutien possible. Les larmes montèrent aux yeux de Véronica. Je ne mérite pas ta gentillesse. Pas après ce que j'ai fait. Non, tu ne le feras pas, ai-je acquiescé d'une voix douce mais ferme. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu nous as manipulés, Marcus et moi. Tu nous as volé quelque chose de précieux. Véronica acquiesça, acceptant mes paroles sans discuter. Je sais. Et je devrais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais, continuai-je, s'accrocher à la colère n'aide personne. Ni moi, ni Marcus, et certainement pas Elia. Crois-tu que tu pourras un jour me pardonner? Demanda Véronica d'une voix douce. J'ai réfléchi à sa question. Je ne sais pas. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux forcer. Mais j'essaie d'avancer, et c'est un début. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. Je comprends. Et merci d'être là pour Elia. Il aura besoin de personnes fortes dans sa vie. Nous avons discuté un peu plus longuement des progrès d'Elia et des défis à venir. Ce n'était pas vraiment une conclusion, mais c'était un pas vers une sorte de paix. Alors que je me levais pour partir, Véronica m'a dit « Marcus t'aime toujours, tu sais, il n'a jamais cessé. » Je m'arrêtai devant la porte, ne sachant pas quoi répondre. Les choses se compliquent maintenant. À cause d'Elijah, demanda Véronica. En partie, ai-je admis. Et à cause de tout ce qui s'est passé entre nous. Elia aurait de la chance de t'avoir dans sa vie, dit doucement Véronica. En tant qu'amie ou... Elle n'a rien dit du reste. Je suis parti sans répondre, bouleversé. Pourrais-je vraiment construire une vie avec Marcus maintenant qu'Elia et Véronica faisaient partie intégrante de l'équation? Étais-je assez forte pour cela? La réponse m'est venue progressivement, au fil de longues nuits de réflexion et de moments de calme aux soins intensifs néonatals, à voir Elia prendre des forces de jour en jour. J'ai compris que l'amour, le véritable amour durable, ne se résumait pas à des circonstances idéales ou à des choix faciles. Il s'agissait d'affronter les défis ensemble, de se choisir l'un l'autre malgré les complications. 3 mois après la naissance d'Elia, le jour où il a enfin pu quitter l'hôpital, j'ai rencontré Marcus dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs néonatales. Il avait l'air épuisé mais heureux, le poids de l'inquiétude s'étant enfin levé de ses épaules. Il rentre à la maison aujourd'hui, dit-il, un sourire illuminant son visage. Les médecins disent qu'il est hors de danger. C'est une excellente nouvelle. Dis-je, sincèrement ravi pour le petit combattant qui avait déjoué tous les pronostics. Le sourire de Marcus s'estompa légèrement, l'incertitude remplaçant sa joie. Je voulais te parler de quelque chose. À propos de nous. Mon cœur bat plus fort. Et nous? Ces derniers mois, t'avoir à mes côtés à travers tout cela m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Ta force, ta compassion, ta capacité à pardonner. Je n'ai pas tout pardonné, lui ai-je rappelé doucement. Je sais, a-t-il reconnu. Et je ne vous le demande pas. Je vous demande plutôt une chance de reconstruire ce que nous avions, de créer quelque chose de nouveau ensemble. Avec Ellie, je n'ai pas posé une question, mais une affirmation. Oui, a confirmé Marcus. C'est mon fils et il le sera toujours. Véronica et moi avons conclu un accord de coparentalité. Elle retourne à Seattle pour se rapprocher de sa sœur, mais elle viendra lui rendre visite régulièrement. Ce ne sera pas simple, mais je pense qu'on peut y arriver. Il marqua une pause, scrutant mon visage. Enfin, si tu es prêt à essayer. J'ai pensé au long cheminement qui nous avait menés à ce moment, à la douleur, à la trahison, au revers du destin. J'ai pensé au petit garçon qui avait conquis mon cœur malgré les circonstances de sa conception. Et je pensais à l'homme qui se tenait devant moi, imparfait mais sincère dans son désir de se racheter. Je suis prêt à essayer. Dis-je finalement, et l'espoir qui s'illumina dans les yeux de Marcus me conforta dans ma décision. Il y aurait sans doute des défis à relever. Rétablir la confiance prendrait du temps. Apprendre à coparenter avec Véronica exigerait de la patience et de la maturité de notre part à tous. Mais lorsque Marcus m'a prise dans ses bras, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas et senti depuis longtemps, la possibilité. La possibilité du bonheur, de la famille, de l'amour retrouvé. Parfois, la vie nous réserve des détours inattendus. Parfois, le chemin du bonheur n'est pas droit, mais sinueux, parsemé d'obstacles qui semblent insurmontables. Mais parfois, ces mêmes détours nous mènent exactement là où nous devons être. 1 an plus tard, tu es sûr que c'est une bonne idée?
demanda Marcus en ajustant Elia sur sa hanche, alors que nous étions sur le porche de Véronica. On aurait pu se retrouver au parc, comme d'habitude. J'en suis sûr, dis-je, même si mon estomac se serrait. C'est le premier anniversaire d'Elia. On devrait fêter ça ensemble. Marcus serrait ma main, son alliance, fraîchement posée là il y a 3 mois, captivant la lumière estivale. Tu es incroyable, tu sais ça? Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant Véronica avec un sourire fatigué. Tu as réussi. Entre, tout est prêt. Nous l'avons suivie dans la maison qu'elle avait achetée après son retour en ville 6 mois plus tôt. Bien qu'elle ait initialement déménagé à Seattle comme prévu, elle avait finalement décidé de revenir pour s'impliquer davantage dans la vie d'Elia. Ça avait été un ajustement pour nous tous, mais on y arrivait. Voilà le garçon qui fête son anniversaire. S'exclama Véronica en tendant les bras à Elia qui s'approcha d'elle avec joie. À 1 an, il était en parfaite santé, sans aucun signe de naissance prématurée. Il était même légèrement plus petit que la moyenne. Ses boucles brunes et ses yeux brillants étaient tout à fait ceux de Marcus. Mais son sourire, lui, était purement Véronica. Le gâteau est dans la cuisine, dit Véronica en ouvrant la marche. Rien d'extraordinaire, juste un petit pour les photos. Je sais qu'on avait convenu de ne pas lui offrir de cadeau avant qu'il soit plus grand, mais je n'ai pas pu résister à lui offrir un petit cadeau. Je la suivis, le sac à langer à la main, observant la simplicité avec laquelle Véronica interagissait désormais avec Marcus. Il n'y avait plus de tension amoureuse persistante, juste la complicité sereine de parents soucieux du bien-être de leur enfant. La cuisine était décorée de quelques ballons et d'une banderole, « Joyeux premier anniversaire ». Un petit gâteau était posé sur le comptoir, décoré d'une seule bougie. C'est parfait, dis-je sincèrement. Simple mais spécial. Veronica aimait Lance en regard reconnaissant. Je ne savais pas trop ce qui serait approprié, vu qu'on est encore tous en train de réfléchir. On trouvera une solution ensemble, lui ai-je assuré, surpris de constater à quel point je le pensais. Après avoir chanté pour Elia et l'avoir laissé écraser une petite part de gâteau, dont la majeure partie a fini sur son visage et dans ses cheveux, Véronica s'est tournée vers nous avec une expression inhabituellement sérieuse. « J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux » a-t-elle dit en se tordant les mains nerveusement. « On m'a proposé un travail à Seattle. Un bon poste dans l'entreprise de ma sœur. »« Oh » dit Marcus en me regardant. « Tu envisages de le prendre ?» Véronica hocha lentement la tête. « Moi aussi. Mais avant de prendre une décision, je voulais te parler d'Elia. À propos de ce qui était le mieux pour lui. » Mon cœur se serra. Malgré notre histoire compliquée, Véronica s'était révélée être une mère dévouée. Elia l'aimait profondément, et elle avait travaillé dur pour établir une relation de coparentalité positive avec Marcus, par extension, avec moi. « À quoi penses-tu » demanda prudemment. Véronica prit une grande inspiration. « Je t'ai observé avec lui, Imani. Tu prends soin de lui, tu l'aimes comme s'il était le tien. Et il t'adore. Tout le monde peut le voir. Il t'adore aussi, lui ai-je fait remarquer. Je sais, a-t-elle dit avec un petit sourire. Mais peut-être que ce n'est pas une question de savoir qui il adore le plus, mais plutôt de savoir quel environnement serait le plus stable pour lui. Elle regarda Marcus. Quand vous vous êtes mariés, j'ai vu combien Elia était heureux à la cérémonie. Comme il se sent bien chez vous, avec vous deux. Il a une vraie famille là-bas. Il a aussi une vraie famille avec toi, dit doucement Marcus. Une famille à temps partiel, corrigea Véronica. Et je suis encore en train de me demander qui je suis. Ce que j'attends de la vie. Je pensais qu'avoir un bébé, Marcus, comblerait le vide que je ressentais. Mais ce ne fut pas le cas, car ce vide était quelque chose que je devais combler en moi. Elle tourna vers moi son regard sincère. Je consulte un thérapeute pour résoudre mes problèmes. Et une chose est devenue très claire. Ce que je t'ai fait était mal à tous les niveaux. Je ne pourrai jamais revenir en arrière, mais je peux essayer de faire des choix maintenant qui pourraient, dans une certaine mesure, me racheter. Que proposes esto? Demandai-je, un étrange mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Je suggère qu'Elia ferait peut-être mieux de vivre avec toi et Marcus à temps plein, dit Véronica, les mots visiblement difficiles à prononcer. Avec moi qui lui rendais visite régulièrement, bien sûr. Je faisais partie de sa vie, mais je n'étais pas son principal aidant au quotidien. Marcus Parrott stupéfait. Véronica, tu es sûre de ça? C'est ton fils. C'est notre fils, corrigea-t-elle en m'incluant dans son regard. Tous les trois, à notre manière.
et je l'aime suffisamment pour vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, même si ce n'est pas ce qui est le plus facile pour moi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était un cadeau auquel je ne m'attendais pas, que je n'avais même jamais envisagé de demander. L'occasion d'aider à élever Elia comme mon propre fils, d'être un vrai parent pour lui plutôt que la simple épouse de son père. Nous ne le séparerons jamais de toi, je l'ai promis à Véronica. Il a besoin de sa mère. Je sais que tu ne le ferais pas, dit-elle en souriant à travers ses larmes. C'est pourquoi je te fais confiance pour cette décision. Tu as fait preuve de plus de grâce et de pardon que je n'en aurais jamais mérité. Nous avons discuté tous les trois pendant des heures après la sieste d'Elia, évoquant logistique, aspects juridiques et comment faciliter au mieux la transition. Ce n'était pas une conversation facile, mais nécessaire. En rentrant chez moi ce soir-là, Marcus et moi, Elia dormant paisiblement dans son siège auto, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je ne m'attendais pas à trouver dans cette situation compliquée. « Comment t'y sens-tu » demanda Marcus en me prenant la main par-dessus la console. Débordé, ai-je admis. Reconnaissant. Un peu effrayé. Il m'a serré les doigts. On peut y arriver. Ensemble. Et je l'ai cru. Notre chemin jusqu'à ce moment avait été atypique, semé de douleurs, de trahisons et de rebondissements inattendus. Mais nous étions là, une famille forgée dans l'adversité plutôt que malgré elle. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Elia dans la chambre d'enfant que nous avions enfin décorée, Marcus et moi étions près de son berceau à le regarder dormir. « Il te ressemble quand il sourit » murmurai-je pour ne pas le réveiller. « Tu crois que tu lui raconteras un jour » demanda Marcus. « Comment il est né ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Un jour, quand il sera assez grand pour comprendre, il a le droit de connaître son histoire. « C'est une sacrée histoire » dit Marcus en passant un bras autour de ma taille. « C'est vrai, ai-je admis. Mais ça finit bien. » En quittant la crèche main dans la main, j'ai repensé à l'étrange chemin sinueux qui nous avait conduits ici. Il y a 1 an, je me tenais au fond d'un restaurant, serrant contre moi une enveloppe pleine de secrets, le cœur rempli de colère et de douleur légitime. Maintenant, je me trouvais dans une crèche, le cœur rempli d'amour pour un enfant que je n'aurais jamais imaginé appeler mien. La vie nous donne rarement ce que nous espérions. Parfois, cela nous offre quelque chose de plus difficile, quelque chose qui nous pousse à bout. Et parfois, si nous sommes assez courageux pour affronter ces épreuves, cela nous offre quelque chose de mieux que ce que nous avions jamais osé espérer. Notre famille n'était pas conventionnelle. Notre histoire n'était pas simple. Mais c'était la nôtre, et elle était belle, malgré sa complexité. Et c'était plus que suffisant.